Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on vient de voir le pire film de toute l'histoire. Salut, moi c'est Anaïs et je suis allergique aux chats et allergique à Cats. Et moi c'est Marie et... Miaou. Aujourd'hui, on se plonge dans ce qui est potentiellement le pire film jamais créé, un trou noir de nullité, la seule chose qui pourrait me faire détester les chats. L'œuvre qui a entraîné ces réactions. Anaïs, je veux plus jamais voir un chat de ma vie. Je veux plus jamais voir un film de ma vie. Je veux plus jamais boire. Je veux perdre la vue. C'est ça. Et Louis. Et je veux plus jamais entendre. Et je veux plus vivre en fait. Globalement là j'ai perdu tout désir de vie. Faut que je relise Camus. Non mais vraiment, enfin je suis vraiment en train de me dire comment je suis arrivée là dans ma vie. Vraiment je retire le mal que j'ai dit de tous les films qui ne sont pas ces films. Ils méritaient tous plus de compassion en comparaison. En fait, c'est juste offensant pour les yeux quoi. C'est tellement moche. C'est offensant pour les chats aussi. C'est tellement offensant pour les chats. Genre, les chats, vous pouvez porter plainte. Oh, C'est vraiment ça la fin. c'était la pire expérience de ma vie. J'ai envie de me suicider. Vraiment. Trigger warning. Donc ce film, c'est Cats, l'adaptation de 2019 par Tom Hooper du classique, on va savoir pourquoi, des comédies musicales. Anaïs, comment tu décrirais Cats en quelques mots ? Eh bien, c'est une offense à l'idée même de création artistique. C'est un néant visuel et sensoriel. Si seulement c'était un néant, c'est un trop-plein. Ce serait mieux, ouais, c'est ça. Non, c'est le Somme fait film. C'est le film le plus pénible, le plus interminable, le plus éprouvant de toute ma vie de cinéphile. Et j'ai vu vraiment beaucoup de merde dans ma vie de cinéphile. C'est vrai. Comme moi, tu n'avais pas vu le film avant ce triste jour de novembre. Qu'est-ce que tu savais du film avant de le voir ? J'avais vu la bande-annonce et j'avais vu à quel point la bande-annonce et le film avaient été tournés en dérision très vite et très critiqués, notamment sur la faible qualité des effets spéciaux. Enfin, le fait que c'était un film absolument abominable et clairement, les critiques ne se sont pas trompés. Ouais, c'est marrant parce que moi, je me souviens des critiques et je m'étais toujours un peu dit, si ça se trouve, c'est camp et c'est drôle en fait. Bah non. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Si seulement. Je me suis dit, si Dario Argento avait réalisé ce film, ça aurait été tellement bien. Ouais, c'est vrai. Mais tu sens que là, ils l'ont donné au pire mec qui aurait pu réaliser ce genre de projet en fait. Malgré toutes les moqueries et les critiques qu'on avait pu entendre, on pouvait vraiment pas s'attendre à un truc pareil. Et l'expérience a vraiment été éreintante. Il y a eu beaucoup de réactions. Il n'y a que des réactions. On a parlé pendant tout le film, en fait. Ouais, Donc, vraiment, c'était le seul moyen de tenir. Voilà. J'ai mis un petit florilège. Ça peut être un peu répétitif, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on a traversé. Je suis abasourdie, en fait. Anaïs, c'est pas possible que ça existe, c'est vrai. Anaïs. Non, je sais même pas quoi dire, en fait. C'est catastrophique. Ah non! Mais quoi? Mais ça va pas. Enfin, ça va pas la tête. C'est clair. Mais... C'est ça qui est pire que Guantanamo. Vraiment. Moi, je confesse tout, là. Pour que ça s'arrête. Je suis prête à dire tous mes secrets. Et il faudrait qu'on soit payé le double pour cet épisode. Vraiment, là, on s'implique des trucs. Ça va avoir des conséquences sur le long terme sur notre psyché, quoi. C'est clair. Oh là 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 là. C'est affligeant. On s'en tape. Tu as fini par penser que le film pouvait avoir un effet thérapeutique. Je vais tellement plus apprécier la vie une fois que ce film sera fini, parce que je serai plus en train de le regarder. C'est un film qui te fait toucher le fond pour comprendre que tu peux remonter après. Oui, je pense que parfois c'est bien de sombrer
vraiment dans les tréfonds de l'art, de l'humanité. Je pense que rien ne motive ce film, en fait. Quand tu te retrouves face à tant de laideur, tu peux apprécier la beauté de tout le reste. C'est vrai. D'autant plus. Même la beauté de la ligne 3, par exemple. Non mais vraiment. Anaïs, il faut que tu résumes ce film en 30 secondes. Ouais. Ça va être à la fois facile et difficile parce qu'il n'y a pas d'histoire et qu'en même temps, on n'a pas compris l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'une chatte qui s'appelle Victoria, mais qui ressemble juste à une meuf avec des oreilles de chat, en fait. C'est pas vraiment une chatte. Qui se retrouve à la rue et qui rejoint un groupe de chats, / d'humains déguisés en chats. Je suis désespérée, en fait, rien que de devoir redire ces mots. Ils se font appeler les Jellicle Cats, donc chats en gelée. Mais ça a été traduit en français par Jolity Chat, ce qui est déjà un petit peu mieux que Jellicle Cats, je trouve. Et ils ont des noms épuisants, comme Bombalurina, Grisabella ou Rumple Teaser. Et l'enjeu du film, je crois, c'est qu'ils doivent aller à un bal où ils chantent et où Judi Dench, déguisée en chatte, doit décider quel chat elle enverra au paradis. Pour qu'il ait une nouvelle vie. Et donc, une grosse partie du film, c'est juste les chats qui se présentent et qui ensuite chantent un peu. En fait, c'est une nomenclature de chats. Exactement. Et il y en a un qui est un méchant chat. On sait pas pourquoi il est méchant, mais il est joué par Idris Elba et j'ai pas trop compris, à part qu'il est méchant et qu'il peut téléporter les gens avec un grimoire. Enfin, les chats. Les chats, voilà. Et je sais pas, en fait. Je sais pas. Moi non plus. Ça, c'est une invention du film. Ah, en plus. Dans la comédie musicale, il peut pas les téléporter. Et Victoria n'existe pas dans la comédie musicale non plus. Ils avaient vraiment pas besoin. Non. Ils auraient pu s'en tenir à ce qu'ils avaient déjà, en fait. Ils ont essayé de rajouter un peu d'intrigue, en fait. D'après ce que j'ai compris. C'est terrible. Et quand tu dis il, c'est Tom Hooper. Donc vraiment, cet homme est coupable de tellement de crimes. C'est ça. Waouh. Le plus critique de Tom Hooper, c'est Andrew Lloyd Webber lui-même, celui qui a créé donc la comédie musicale Cats, qui a dit que ce film était ridicule et que ce film lui avait donné envie d'acheter un chien. Et il en a acheté un en suivant. Trop bien. Et il dit en fait que le problème, c'est que personne parmi ceux qui étaient impliqués dans le développement de la comédie musicale sur scène n'a été impliqué dans le film parce que Tom Hooper refusait ça, comme il avait refusé aussi pour Les Misérables. Pour donc Andrew Lloyd Webber, c'était ça tout le problème et il pense qu'il n'a pas saisi l'essence vraiment de Cats. Mais j'en suis sûre. J'ai pas vu Cats, mais j'en suis sûre. En fait, c'est-à-dire que Cats est connu quand même pour être une comédie musicale qui a été pas mal méprisée et un peu moquée au fil des années, mais c'est aussi un des plus gros succès de Broadway et de West End. Et il y a une raison pour ça, c'est-à-dire que c'est apparemment, moi je l'ai pas vu, mais c'est très divertissant et c'est surtout ultra physique avec beaucoup de danse et tout, et très très impressionnant sur scène. Et il y a un esprit où ça se prend pas trop au sérieux, quoi. Et là, il a vraiment pas saisi ça du tout. Il y a 0 second degré et tout se prend très très au sérieux. En fait, le problème c'est que Tom Hooper, c'est le cinéaste du sérieux. Enfin, c'est quand même lui qui a fait non seulement Les Misérables, mais il a aussi fait Le Discours d'un roi. Et en Danish Girl aussi. Ouais, et c'est un réalisateur qui est très attaché à une certaine idée du réalisme, c'est-à-dire que dans Les Misérables aussi, non mais c'est vrai, c'est-à-dire que dans Les Misérables, tout le concept du film, et c'est ça qui l'a rendu insupportable pour beaucoup de gens, c'est que les acteurs chantaient pendant les prises. Donc ils n'ont pas enregistré les chansons en studio et ensuite fait du playback. Et donc ça donne des notes qui sont parfois un petit peu hésitantes, ça donne un côté très immersif justement de théâtre, mais un peu difficile, voilà, un petit peu difficile à digérer quand on regarde ça au cinéma. Là, dans Cats, il y a un peu cette idée aussi, et sauf que on voit tout de suite, même sans avoir vu la comédie musicale, toi et moi, on a compris tout de suite que c'était un projet qui avait l'air délirant en fait, qui avait l'air vraiment absurde. Et c'est pour ça que je pensais à Dario Argento, parce que je me disais en fait ça aurait pu être du Suspiria, mais à la place c'est juste le mec le plus sérieux du monde qui a voulu essayer de rendre réaliste un truc qui n'a aucun ancrage dans la réalité. Et ça se voit que c'est pas son univers. Enfin, qu'il a pas assez de fantaisie pour, je pense, rendre hommage à Cats. Encore une fois, une comédie musicale que je n'ai pas vue. Moi non plus. Mais je suis sûre qu'il ne lui a pas bien rendu hommage, comme tu dis. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas débriefer l'histoire en détail, parce que l'intrigue n'a aucun sens ni aucun intérêt. Non, d'ailleurs, il n'y en a pas. Mais il faut dire que quand même, pendant tout le visionnage, j'ai quand même beaucoup essayé de la comprendre. Comme d'habitude, Marie. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Elle était pas censée dire son nom, là, et pourquoi elle fait de la danse silencieuse, et pourquoi lui, il arrive? Et c'est quoi l'histoire, en fait? Pour l'instant, j'ai pas compris. C'est des chats. Il y en a un qui a l'air méchant. Mais je comprends toujours pas l'histoire. Non, mais je crois qu'il n'y a pas d'histoire. Je crois que c'est le problème. C'est pas un des problèmes. C'est pas le seul problème.
En fait, ils font le tour du quartier pour voir tous les types de chats, quoi. Mais pourquoi? Mais je comprends pas l'histoire, toujours. Mais y a pas d'histoire, je crois. Faut abandonner. Anaïs, je comprends pas. En fait, c'est frustrant parce que même je comprends pas l'histoire. Mais y a pas d'histoire. C'est juste des chats. On dit pas que la folie, c'est de revivre toujours la même chose sans que le résultat ne change. C'est clair, vraiment, j'ai l'impression qu'on a réussi à condenser notre dynamique et notre approche à l'art, toutes les deux, dans cet extrait. C'est vraiment toi qui essayes de comprendre et moi qui dis arrête. De quoi elle parle? Mais je sais pas. Mais les gens, quand ils sortent du théâtre à Broadway, ils doivent tous avoir l'air hagards comme ça et dire qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, pourquoi personne ne m'a prévenu? C'est vrai. Franchement, c'est la pire arnaque, en fait. Après, j'imagine que le truc à Broadway est bien mieux, mais parce que là, tu dis, c'est pas possible. Mais apparemment, à Broadway aussi, ce que j'ai lu, c'est que, par exemple, les danseurs, encore une fois, du coup, c'est un truc qui est très, très axé sur la physicalité et la danse. Et beaucoup aussi d'athlètes qui font des sauts partout et tout ça. Et ils vont jusque dans les allées du théâtre pour alpaguer un peu le public. Donc, je pense que ça doit être assez fun quand même à voir et impressionnant. Et c'est une très vieille comédie musicale, donc je peux comprendre. Mais bon, là, ça fonctionne pas du tout. Le premier gros problème, quand même, il faut en parler, c'est les choix esthétiques. Oui, on parlait de choix. Ah bah, il y a eu des choix qui ont été faits, Anaïs. Oui, c'est sûr. Mais je pense qu'encore une fois, ça a été peut-être, je sais pas, une volonté de rendre hommage au côté un peu old school ou DIY de la comédie musicale, je sais pas, mais en fait, on voit très clairement des humains en costume. Après, il y avait une volonté, si j'ai bien compris, même dans la comédie musicale, d'avoir un côté anthropomorphisme assumé. Oui, et puis même sexualisé un peu. Mais du coup, c'est très dérangeant. C'est très gênant, en fait. Arrêtez. J'ai lu une critique, je sais plus où c'était, mais il disait justement que Disney, ils ont toujours peur d'avoir des fans de furries qui s'excitent un peu trop sur leur film, tu vois. Les producteurs de ce film auraient dû s'inquiéter de ça un peu plus. C'est clair. Parce que t'as vraiment un moment, t'as Taylor Swift qui est quand même en chat, mais avec des seins, quoi. On voit aussi le visage des acteurs, qui est un visage entièrement humain. Et c'est juste autour, ils ont les oreilles et les joues et le cou qui sont en chat. Fourrure, quoi. Ouais, voilà, un peu en maquillage fourrure. Et donc, ça ressemble vraiment à un maquillage d'Halloween où tu te maquilles en chat. Et donc, ouais, il y a un côté qui est très perturbant. Et surtout, la physicalité des chats n'est pas du tout retranscrite. Non. Alors qu'il me semblait que, justement, dans la comédie musicale d'origine, ils avaient beaucoup travaillé sur ça, sur les mouvements, pour donner un côté félin, en fait, aux acteurs. Et là, c'est juste, ouais, très, très étrange. Bah en fait, c'est aussi le problème de la réalisation de Hooper qui, au théâtre, forcément, tu vois les acteurs de loin. Donc, ce qui est mis en avant, c'est leur corps et leur danse et leurs mouvements. Tandis que là, il adorait ça déjà dans Les Misérables, il adore faire des gros plans. Donc, il aime bien avoir des émotions sur le visage des acteurs et tout ça. Et c'est hyper perturbant quand ils sont déguisés en furries, quoi. Ouais, et puis on comprend pas pourquoi il y en a certains qui sont habillés et pas d'autres. C'est-à-dire que si on applique nos règles à nous, c'est soit tout le monde est nu au même moment, soit tout le monde est habillé, mais il n'y a pas la moitié des gens dans la rue qui sont à poil. Ou certains qui sont à poil, mais avec juste un veston. Genre, parce que là, c'est exactement ça dans le film. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont 100% à poil, il y en a qui sont 100% habillés, et il y en a qui ont juste un chapeau ou un manteau. Et tu comprends pas. Bah, je pense que c'est pour faire la différence entre eux. Oui, mais c'est pour les caractériser. Ouais, mais à ce moment-là, ils auraient pu tous avoir des tenues ou tu vois. Oui, bien sûr. C'est bizarre. Et bon, c'est comme analyser la couleur de l'herbe et tout. On rentre dans des détails techniques un peu absurdes parce que en vrai, ça aurait pu être absurde de manière délicieuse, mais comme le film n'a aucun humour et fonctionne vraiment pas, même avec une lecture second degré, bah on se focalise sur ce genre de détails, parce que sinon, en vrai, ça nous dérangerait pas, mais... Oui, après, bon, c'est pas des détails, c'est-à-dire que c'est dérangeant visuellement, mais ça pourrait être drôle, mais ça l'est pas. Non, ce qui est plus dérangeant visuellement, c'est le CGI, c'est les images de synthèse qui sont pas très bonnes. Oui. Et ça aussi, c'est le problème avec la technologie dans beaucoup de films, c'est qu'ils vieillissent très vite. Et pourtant, c'est un film qui date de 2019, donc c'est pas non plus hyper vieux, quoi. Mais oui. C'est vrai que ça va vite. Et puis, c'était déjà de la mauvaise qualité à l'époque. Oui, exactement. C'est peut-être juste ça, en fait. Pourquoi ils n'ont pas fait juste des chats en animation? Horrible. Ah, et puis, ça que derrière. Enfin, c'est perturbant, en fait. Ouais. Ça devrait pas exister, tu vois. C'est le genre de truc où tu te dis, c'est contre nature, vraiment, ce que je suis en train de regarder. Ouais, c'est comme la pub originale. Il y a aussi un autre truc qui est un peu perturbant avec les chats, parce que c'est des humains sur deux pattes, en chat, mais
ils sont entourés d'objets qui sont plus grands qu'eux parce que c'est censé être des chats au niveau de la taille, mais en même temps, c'est pas vraiment la taille des chats. C'est pas très clair ce que je dis, mais c'est pas clair quand on le voit non plus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'échelle. Oui, en fait, ils sont trop grands pour faire la taille d'un chat. Parfois, ils sont trop petits. Ouais, mais en tout cas, ils font pas la taille d'un chat normal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rapetissé les humains pour qu'ils aient l'échelle d'un chat, mais en fait, ça reste des humains et c'est pas vraiment l'échelle d'un chat. Ce film va me faire ne plus aimer les chats, Anaïs. Non, mais surtout même en termes d'échelle, c'est-à-dire que c'est même pas la taille d'un chat. Non, mais ça fait zéro sens, en fait. C'est un humain rétréci. Pourquoi ils ont pas incrusté à la rigueur des têtes de Rebel Wilson sur un chat, tu vois? Ça aurait été plus drôle. Non, ou bien juste fais un chat et utilise sa voix, tu vois, comme dans un dessin animé, en fait. Ou alors, on peut juste regarder les Aristochats. Ouais, ou alors on peut ne pas faire ce film, en fait. C'est vrai. D'ailleurs, Steven Spielberg avait voulu faire ce film et avait abandonné parce qu'il s'était rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Ça prouve la supériorité de Steven Spielberg. Ouais, puis les chats, c'est mignon, en fait. Ça, c'est laid. Tout est laid. Pour que toi, tu dises ça alors que tu n'aimes pas les chats. Ouais. C'est pas que j'aime pas les chats, c'est qu'ils me font éternuer. Et eux m'adorent. Comme tous les gens allergiques aux chats. Voilà. Bon, il y avait quand même un chat qui a été l'exception pour toi, Anaïs. Ça a été très surprenant. Tu as été séduite. C'est un peu bizarre que ce soit un chat qui fasse des crêpes. Et il est sexy, ce chat. Il est sexy, ce chat. Il est un peu sexy, non? Absolument pas, Anaïs. C'est le bretelles. Rien ne va dans ce que tu viens de dire. Alors, les bretelles, explique-moi. En fait, c'est marrant, c'est la version un peu chat du mec dans Burlesque. Oui, mais justement, il n'était pas sexy mais en je homme. préfère le chat que le mec dans Burlesque, en fait. Mais non, mais c'est parce que c'est un chat qui a un look un peu hipster, avec des petites bottines et des petites bretelles. Et en vrai, il ressemble pas du tout à un chat. C'est-à-dire qu'il a juste des oreilles de chat, mais sinon, c'est un homme qui fait des claquettes. Et donc, je pense que j'étais soulagée de voir une personne entièrement habillée. Et donc, d'oublier un peu que je regardais un truc qui est censé ressembler à un chat. Parce que tous les autres, ils font que se gratter en plus la fourrure et tout. Enfin, c'est vraiment... Oui, et puis quand ils se font des bisous, ils commencent à se gratter la joue l'un contre l'autre comme le ferait un chat, quoi. Ouais. Mais c'est perturbant. Bah oui, parce que là, tu Ils vois mettent des leur humains nez faire au ça. bout. Ouais, non, c'est vraiment très gênant. Et donc, lui, je crois qu'il m'a permis de m'évader un peu et d'arrêter de penser à des chats humanoïdes. C'était plus que t'évadais, puisque tu le trouvais sexy quand même. Oui, bon, ça a duré 5 secondes. Hein. C'était des J'étais claquettes. en état de vulnérabilité psychologique extrême, en fait. Oui, c'est vrai. Vous l'entendez dans les extraits, c'était très, très compliqué. Donc, j'ai eu un moment de faiblesse. Il y a plein d'autres trucs qui sont moches dans ce film. Tout est moche dans ce film, en fait. Hein. Les costumes sont moches. Les décors sont moches. Il y a un moment où il y a Judi Dench qui est dans un panier. Ça t'a beaucoup perturbé parce que ça devrait être cosy, en fait. Et ça a l'air complètement... Ça a l'air de gratter, ça a l'air dégueulasse. C'est surtout que, pour moi, non seulement les décors sont pas super beaux, mais après, ça pourrait avoir un côté très artificiel qui pourrait être plaisant. Un peu en mode Willy Wonka... Mais le problème pour moi, c'est la manière dont Tom Hooper filme les décors et il ne les sublime pas du tout. Et effectivement, avec la panière à chat, en fait, quand tu vois un chat qui est blotti dans une panière ou sur un canapé, à chaque fois, tu dis « Oh, j'aimerais trop être un chat parce que ça a l'air d'être trop confortable et cosy ». Et donc, il aurait dû reproduire ce sentiment-là avec Judi Dench qui est enroulé ou blotti dans sa panière. Et là, c'est pas du tout ça. Et même, il y a tout un numéro musical où ils sont dans des appartements très, très riches, avec un peu des tenues extravagantes et des dés à coudre et des trucs comme ça. Et honnêtement, c'est le moment qui m'a le plus marqué en termes de décor. Et je me suis dit, ça aurait pu être tellement plus fantaisiste. J'ai oublié ce moment, c'est quoi? T'as Victoria et le chat dont elle est amoureuse et ils volent des bijoux, des trucs comme ça. Ah oui, c'est en fait, vrai. ça fait très Aristochat, ça fait très aussi La Belle et la Bête, avec les objets animés, etc. Sauf que c'est vraiment pas fait de la manière la plus intelligente, je pense, parce que justement, ils tirent pas profit de tous ces décors-là qui sont gigantesques pour donner un côté un peu Disneyland, où pareil, quand tu vois les tasses géantes à Disneyland, t'es un peu émerveillé. Et là, ça aurait pu avoir ce côté-là, mais ils le filment avec tellement de platitude qu'on s'attarde à peine sur les décors, on regarde que les chats. Alors que justement, t'as des décors comme ça, rends-les magnifiques, rends-les extraordinaires, rends-les merveilleux, enfin, fais-nous rêver un peu. Et peut-être que si on avait vu ça au cinéma, ce serait différent, mais ouais, j'en doute. Parce que c'est vraiment juste le cadrage qui est pas inspiré. Oui, mais c'est sa réalisation. D'ailleurs, dans toutes les critiques, c'est ça qui a été pointé du doigt en premier, enfin, avec toutes les énormités Oui, esthétiques. avec tout le reste. Voilà.
Il y a aussi des chorégraphies qui sont quand même assez nulles, surtout que la comédie musicale d'origine était connue pour ça et qu'ils ont dans le rôle de Victoria une danseuse étoile. C'était son premier rôle au cinéma. Quand tu regardes les bandes annonces, il y a écrit à chaque fois, et pour la première fois, Francesca Hayward. Et c'est d'une tristesse parce que c'était la première fois et on l'a pas revue après, c'est ça. Ce qui est quand même hyper surprenant, c'est que en la voyant, tu ne dirais pas que c'est une danseuse étoile parce que la chorégraphie qu'il lui donne ne met pas du tout en valeur son talent. Enfin, parfois, elle lève la patte, quoi, c'est tout. Il y a rien, en fait, pour attirer le regard. C'est quand même fou d'avoir une danseuse étoile et de pas réussir à exploiter ça, quoi. Encore une fois, je pense que c'est à la fois la chorégraphie et la manière dont les danseurs sont filmés, parce qu'ils subliment pas du tout les mouvements des acteurs. Mais j'ai vu que c'était le chorégraphe de Hamilton qui avait travaillé dessus. Et Hamilton n'est pas trop connu pour ses chorés non plus, si. Hamilton, quand même, il y a des chorégraphies, mais c'est pas non plus, ce qui frappe le plus dans la comédie musicale, c'est sûr. Ouais, c'est pas le plus physique. Le plus réussi. Ouais. Non, du tout. Ouais, j'ai lu que, en fait, la comédie musicale, Cats, était connue comme un des spectacles de danse les plus difficiles pour les danseurs dans l'histoire des comédies musicales. Mais parce qu'il y a même des acrobaties et tout ça, quoi. Du coup, je suis allée sur YouTube quand même pour regarder certains numéros en la version de la comédie musicale. Bon, c'est pas trop mon délire, honnêtement, mais c'est beaucoup plus impressionnant. En plus, t'es sur une petite scène et t'as 40 acteurs qui sont déguisés en chat, mais qui font plein d'acrobaties, qui se croisent. Je comprends pourquoi ça peut être spectaculaire, en fait. Oui, et puis c'est censé être un mélange de plein de genres de danse différents, ce qu'on comprenait en voyant le film aussi, mais là, encore une fois, ça fait juste amas un peu informe, alors que dans le spectacle, ça doit être assez impressionnant de voir comment ils ont mélangé plein de références, plein d'influences. Et en fait, j'ai vu que, justement, ils voulaient prouver que les Anglais de West End savaient danser aussi bien que les Américains de Broadway, et que c'est pour ça qu'ils ont créé des chorégraphies aussi difficiles, comme un challenge, en fait, pour les danseurs. En plus de tout ça, c'est une comédie musicale quand même, et les chansons sont vraiment pas top. Il y en a une, évidemment, c'est Memory, mais c'est vrai que je connaissais pas trop les chansons de Cats, voire pas du tout à part celle-ci. Et pour moi, il y en a que 2 qui sortent du lot, c'est celle qui est chantée par Taylor Swift et Memory, qui est hyper connue. Mais le reste, c'était vraiment assez plat et inintéressant. Et je pense aussi qu'il y a eu des modifications qui ont été faites dans le film, parce que la comédie musicale n'est pas censée être aussi nulle, quoi. Il faut préciser que c'est une comédie musicale qui a été basée sur des poèmes pour enfants écrits par le poète T.S. Eliot. Et en fait, il a repris les poèmes et il les a transformés en chansons. Donc, il y a un côté un petit peu décousu qu'on retrouve totalement dans les chansons qu'on a entendues. Il n'y a pas le côté humoristique et narratif dont on parlait dans notre épisode sur Mamma Mia. C'est des chansons où il ne se passe pas grand-chose et où il y a très peu d'humour, parce que je pense qu'il a voulu rester fidèle au côté enfantin et poétique des textes d'origine. Mais c'est pas très divertissant. Et pour moi, le plus gros problème, c'est que c'est très sérieux. Et je pense que toutes les comédies musicales que j'ai vues dans ma vie, même sur des thématiques sérieuses, avaient quand même... Oui, il y a toujours un peu d'humour, parce que t'as souvent quand même... en fait, beaucoup de poésie. Tu vois, dans Les Misérables, par exemple, il n'y a pas énormément d'humour, ou pas dans toutes les chansons, mais c'est très beau, c'est très bien écrit. Puis, surtout sur une comédie musicale comme Cats, quand t'as des comédies musicales de ce genre, il faut un recul et un second degré, parce qu'il faut avoir conscience de l'absurdité du truc, quand même. Et c'est le cas, en général, sur les comédies musicales de ce genre. Et là, ça l'est vraiment, vraiment pas. C'est vraiment une réflexion qu'on s'est faite pendant le visionnage. Pourquoi il n'y a pas d'humour ? Anaïs, c'est pas possible qu'ils aient produit cette scène au premier degré. C'est pas possible, en fait, tu vois. C'est pas possible que ce film soit au premier degré, en fait. Je refuse d'y croire. Et qui aurait pu croire que les chats étaient si tristes quand même, C'est clair, parce que moi je les connais et ça va. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes, ces chats. Ouais, parce que moi les chats que je connais, ils passent leur vie à faire la sieste quand même. Bah ouais. Et à jouer. Et à bouffer, quoi. Ouais. T'as fini par plaindre les gens qui avaient bossé sur ce film. Mais t'imagines, un film, on travaille dessus pendant des mois, voire des années. T'imagines la volonté qu'il faut pour tous les jours se lever et aller travailler sur ça, dans la salle de montage. Mais comment ce truc a été un succès à Broadway, en fait ? C'est profondément débile. Après, ça, ne sous-estime jamais le niveau de débilité qui est possible à Broadway, quoi. Oui, et puis c'est vrai que les chats, ça a lancé BuzzFeed aussi. Donc non, mais moi j'adore les chats en plus. Mais... Et puis, sur scène, peut-être que c'est camp et très drôle, tu vois. Moi, je pense que c'est juste que c'est quelqu'un qui s'est dit, avant BuzzFeed, les chats, ça marche hyper bien. Les gens adorent les chats. Donc on va faire juste une comédie qui s'appelle Chat.
Bon, du coup, Anaïs, comment ça a pu marcher en comédie musicale? Oui, parce que j'ai fait des recherches depuis. Voilà. Mais déjà, on avait vu que c'était une pièce qui a battu énormément de records, qui a été une des pièces les plus jouées en continu de l'histoire de la comédie musicale, que ce soit à West End ou à Broadway. Et en fait, en regardant un petit peu l'origine de la comédie musicale, elle a été révolutionnaire sur plein de plans. On a déjà parlé un petit peu des chorégraphies qui étaient extrêmement impressionnantes. En fait, c'était le premier méga musical. Donc, vraiment une comédie musicale extrêmement spectaculaire, très grand public, comme maintenant, en fait, la majorité des musicals qu'on trouve à Broadway, comme Le Roi Lion, Les Misérables, etc. En fait, Cats était vraiment très précurseur là-dessus. L'objectif, c'était de faire une comédie musicale qui soit extrêmement grand public. À la base, il y avait un des collaborateurs sur la pièce qui voulait qu'il y ait genre 5 personnages sur une scène et que ce soit plus du théâtre chanté, en fait, comme beaucoup de comédies musicales à l'époque. Et Andrew Lloyd Webber avait vraiment une ambition extrême. Ça s'est ressenti notamment sur la scénographie qui apparemment était vraiment révolutionnaire. Le public était quasiment en cercle autour de la scène, donc c'était très immersif. Et là, je crois que la scène tournait ou bougeait. Et en plus, il y avait les cursives dont tu parlais, enfin plein de possibilités pour les acteurs d'interagir avec le public. Ils arrivaient sur scène en passant au milieu du public avec les yeux verts qui brillent dans le noir. Donc il y avait un côté très très immersif qui était inédit à l'époque. Et il y avait aussi, je crois, un travail extrêmement impressionnant qui avait été fait sur le son, qui était aussi très immersif. Et ça, c'était pas trop le cas à l'époque. Et maintenant, c'est devenu un standard, en fait. Et la lumière, qui était utilisée pour mettre en avant différents personnages à différents moments, un petit peu comme un montage cinématographique. Et donc, il y a eu énormément de jeux sur la scénographie, les décors, qui étaient très rares à l'époque à West End et à Broadway. Et maintenant, c'est vrai que quand on voit une comédie musicale, c'est un peu ce qu'on attend, en fait, d'une comédie musicale. L'autre truc qui a été révolutionnaire, c'est le marketing. C'est vrai que je sais pas toi, mais moi, la première fois que j'ai mis les pieds à New York, je crois que c'est peut-être un des premiers trucs qui m'a marqué, c'était les panneaux pour Cats. Oui. Déjà, ils sont partout. Et puis, c'est une affiche extrêmement simple, noire, avec écrit Cats et 2 yeux de chat. Ça a été une des premières comédies musicales, si ce n'est la première, à avoir une stratégie marketing globale. C'est-à-dire que c'était cette même affiche qui est restée tout le temps et partout, puisque la comédie musicale a été exportée dans énormément de pays. Et c'est aussi ça qui a permis de la rendre mainstream. C'était que c'était facilement adaptable partout, sans doute parce qu'il n'y a pas d'intrigue. Et que c'est totalement déconnecté d'une identité culturelle, en fait. C'est ni anglais, ni vraiment américain, ni quoi que ce soit. Non, c'est chat. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu que pour la version française, il y avait eu Chimène Badi dedans, qui jouait Grisabella. Petit fun fact. Donc, en gros, c'était vraiment révolutionnaire sur plein de plans et ça a généré un vrai tournant à Broadway puisque maintenant, la plupart des comédies musicales sont comme ça, sont très grand public. C'est pour les familles de touristes à New York qui cherchent à faire un truc avec leurs enfants. Et c'est ce qu'on s'est dit en regardant le film. On s'est dit, ah bah oui, non, mais en fait, c'est ça. C'est si tu vas à New York avec un gamin de 6 ans, qu'est-ce que tu peux faire? Tu l'emmènes voir Cats. Ouais, ou Le Roi Lion, quoi. Ouais, et en fait... Va voir Le Roi Lion. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ce qu'on s'est dit et visiblement, c'était le cas. C'est-à-dire que c'était toute la stratégie aussi de la comédie musicale, c'était de toucher le plus grand public possible alors que avant West End était considéré comme un truc quand même plus de connaisseurs, avec un vrai ancrage dans le théâtre, quelque chose d'un peu plus, pas snob, mais prestigieux. Élitiste. Ouais, prestigieux, exactement. Et Cats a totalement changé ça. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit la comédie musicale comme un art très grand public. Je lisais pas mal d'articles de gens qui justement avaient découvert Cats à l'enfance et qui étaient très déçus par le film. Et il y en avait une par exemple qui disait qu'elle avait découvert ça au Texas quand elle était petite et qui était très loin du coup de Broadway, de toute cette scène-là. Et c'est vrai que c'est le genre de comédie musicale qui tourne beaucoup aux États-Unis aussi dans les petites villes, comme Le Roi Lion d'ailleurs. Donc, ça a aussi accès à beaucoup de petites communautés qui n'ont pas normalement accès à des comédies musicales sur scène, quoi. Ouais, ça peut donner le goût ensuite aux comédies musicales. Et c'est vrai que si, au niveau de la scénographie, des costumes, des décors, du son, de la lumière et du casting, il y a une excellence absolue et quelque chose de très immersif et de très grand spectacle, je peux comprendre que ça plaise autant. Et nous, vraiment, c'est ça le problème, c'est que quand tu regardes le film, c'est extrêmement plat et tu ressens pas du tout l'aspect spectaculaire, ni le côté novateur techniquement. Peut-être que c'est ça qu'il a essayé de faire aussi avec le CGI dans les apparences, enfin l'apparence des acteurs, mais ça fonctionne pas, quoi. Il
Il y a un autre élément quand même qui a participé au succès et surtout au fait que Cats soit resté dans la légende, c'est la chanson Memory, qui est là le plus gros succès de chansons de comédie musicale jamais créée, quoi. Oui, c'est sans doute une des rares chansons de comédie musicale qui justement est connue en dehors de la comédie musicale. C'est-à-dire que même I Dream the Dream, on sait que c'est Les Misérables. Oui, etc. après t'en as pas mal de Barbara Streisand justement. Ce qui est marrant, c'est que du coup Memory est devenue très très connue grâce à Barbara Streisand aussi, qui l'a reprise en single, alors qu'elle n'a pas joué dans Cats. Mais par exemple, Don't Rain on My Parade, ça vient de Funny Girl, mais c'est quelque chose qui est devenu une chanson très connue parce que c'est devenu un hit de Barbara Streisand. Donc t'en as quelques-unes, mais c'est vrai que c'est assez rare. Et Memory, je savais pas qu'elle venait de cette comédie musicale. Oui, c'est une chanson que tu vas entendre en karaoké, que tu vas entendre dans des mariages, qui a vraiment été totalement adoptée par tout le monde. Et tu peux demander à n'importe qui, si tu commences à lui chanter Memory, les gens voient ce que c'est. La chanson a été vraiment bâtie comme un 11 o'clock number ou un numéro de 11 heures, ce qui fait référence dans la comédie musicale au théâtre à la chanson qui arrive un peu dans le dernier acte et qui est censée être la grande chanson, le grand numéro qui rattrape un peu l'attention des gens et qui généralement aussi correspond à une grande réalisation pour un personnage. Et là, c'est totalement ça et c'est pour ça que c'est aussi le morceau le plus mémorable, c'est parce que tu commences un peu à t'ennuyer et à ce moment-là, t'as Jennifer Hudson qui chante Memory et c'est bon, quoi. Ouais, normalement, c'est un sommet émotionnel et c'est le cas dans le film c'est censé être le cas dans le film à la fin. Ce qui est intéressant, je sais pas si c'est le cas dans la comédie musicale, mais là, ils ont fait le choix d'avoir plusieurs rappels de Memory dans le film, c'est-à-dire qu'elle c'est le cas dans la comédie musicale. Elle commence aussi à chanter Memory à la fin du premier acte et après, il va y avoir la version intégrale à la fin du deuxième acte. Dans le film, c'est pas des actes comme ça, mais on voit très bien, en fait, parce que toujours dans les comédies musicales à Broadway aussi, à la fin du premier acte, t'as un grand numéro très dynamique. Là, c'est le cas aussi. Moi, j'ai été très surprise quand j'ai commencé à entendre Memory dans le film. Oh, mais non. Quoi? Mais c'est Memory, ça vient de Ah Cats. Ah, mais c'est pour ça que c'est connu en fait. Parce que ça, c'est vraiment une bonne chanson. C'est vrai que c'est une bonne chanson. Bah ouais, grave. Je crois que j'ai su à un moment moi et aussi, qu'ensuite j'ai oublié. C'est ça, parce que moi, en fait, quand j'ai vu après, j'étais là, ah oui, je crois que j'avais entendu ça, mais bon, voilà. Bah parce qu'à chaque fois, tu dis, ah bon ? Et du coup, ça part très vite de ton cerveau parce que tu te dis, c'est pas possible. Bah oui, c'est ça. Pourquoi ? Bah surtout quand tu vois le film, après, t'es là, non, c'est pas possible, en fait. Ouais, et quand t'entends le niveau, c'est ça aussi, quand t'entends le niveau musical, le reste des chansons est tellement nul que avoir une chanson qui est vraiment rentrée dans la légende au milieu, c'est surprenant. Parce que souvent, en fait, dans les bonnes comédies musicales, t'as plein de chansons bien et t'en as une qui est très bien. Mais là, t'as plein de chansons nulles et t'en as une qui est incroyable. Mais même Memory ne peut pas rattraper le reste de ce film. Non. C'est vrai parce que j'adore vraiment cette chanson. Là, c'est vraiment comme je sais pas. Après, elle interprète bien en vrai, Jennifer Hudson. Enfin, c'est une bonne chanteuse quoi. Mais oui, mais c'est comme si t'avais un cœur de foie gras au milieu d'une grosse merde quoi. C'est genre cool. Mais tu vas pas la manger. Bon appétit. Merci pour cette image. Mais c'est J'ai vraiment exactement touché ça. le fond en regardant ce film. Moi, je trouve que c'est parfait comme image. C'est exactement ça. Il faut parler du casting. Il le faut. C'est marrant parce que tu as dit quelque chose dans le film qui se retrouve dans absolument toutes les critiques que j'ai lues sur ce film. Ah, mais non, pas lui non plus. Pas lui aussi, c'est pas possible. Mais c'est vraiment une marque noire sur leur CV, à tous. Là, c'était l'arrivée de Ian McKellen. Ça m'a vraiment fait du mal. Pas toi, Yann. Non, c'est ça. Ça m'a vraiment fait du mal. Ceci dit, je dois dire que son numéro est un des moins mauvais. C'est un des seuls mémorables. Oui, parce que c'est Ian McKellen aussi, quoi. Ouais. Ian McKellen qui jouait Gandalf. Oui, et là, qui joue un vieux chat, donc c'est émouvant parce qu'il est il s'appelle Gus, je sais pas quoi, et il est un peu vieux et il va bientôt mourir. Donc voilà. Forcément, ils nous ont parlé sentiments. Non, puis Ian McKellen, c'est un monstre de la scène, donc il a quand même une présence assez exceptionnelle. Et puis, il a un air de papy trop gentil. Il m'a fait pleurer une fois quand je l'ai rencontré à cause de ça. Donc vraiment, ça fonctionne plutôt pas mal. Je sais pas, le film est en train de me convaincre. Non, bah lui, c'est bien. Ouais, ça a pas duré longtemps. Non.
Bon, il y en a d'autres. T'as dit qu'il y avait Idris Elba qui joue le grand méchant. J'ai rien à dire dessus sur lui. Mais non, mais le pauvre, en fait. Enfin, comme tous les gens qui sont dans ce film. Je les plains. Franchement, Rebel Wilson, c'est peut-être la pire chose. En plus, c'est grossophobe, en fait. C'est ça qui m'a saoulée, c'est ça. C'est grossophobe et c'est vraiment une caricature de ce que je pense. En plus, ce qu'elle en avait marre de jouer aussi. C'est-à-dire qu'elle se roule un peu dans tous les sens et elle est maladroite et elle se gratte le ventre de manière Oui, parce que c'est le gros très chat, vulgaire. en fait. Voilà. Et elle mange trop et elle joue avec les cafards. Enfin, il y a vraiment un côté vulgaire et peu gracieux qu'évidemment, elle est la seule à avoir dans le film. Et ouais, c'est vraiment dommage. Et c'est assez désagréable à regarder. Mais pourquoi ils utilisent plein de mots qui n'existent pas? Oh non, c'est Rebel Wilson. C'est moche. Vous l'entendez dans cet extrait, ils utilisent Jellicle Cats, mais ils l'expliquent dans le film, ils disent que c'est Jolly Good Cats. Oui, ils ont essayé de trouver une explication. Mais D'accord. on se demandait pendant tout le film pourquoi Jellicle, et toi t'as dit c'est sans doute Jolly Good, mais même personne dit Jolly Good Cat en fait, quand tu rencontres un chat Non, mais mignon. regarde ce film, Anaïs. Oui, mais tu vois, Jolly petit chat, à la rigueur, je veux bien, ça passe, mais Jellicle, pour moi, c'était... Enfin bref, ça m'a beaucoup interrogée. Et donc j'ai fini par trouver que ça venait aussi des poèmes de T.S. Eliot, vraiment, il faut qu'ils répondent... De ces crimes. Ouais, c'est ça. En arrivant au paradis, ils lui ont dit, mec, c'est cruel ce que tu nous as fait. Il devait être au paradis depuis longtemps. Ouais, parce c'est ça, j'allais dire, c'est très anachronique ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Non, mais on est qu'on dans lui a une dit, boucle vas-y, temporelle. maintenant c'est fini, t'es plus là. Tu C'est descends ça. d'enfer tout de suite. C'est ça. Donc, Jellicle vient d'un poème non publié de T.S. Eliot qui s'appelle Pollicle Dogs and Jellicle Cats. Putain, il est même allé chercher dans les archives, quoi, dans les Ah noms ouais, non, mais publiés pour faire ça. vraiment. Et donc, Pollicle. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Pollicle Dogs, ça veut dire pour Little Dogs. Et Jellicle Cats, ça veut dire Dear Little Cats. Dear Little Cats. Ah oui, c'est Tu avec vois. l'accent très poche. Voilà. Dear Little Cat. Voilà. Ok. Il fallait qu'on le sache, hein, mais le fallait-il? Après ce qu'on vient de traverser, oui. Enfin, C'est je pense vrai. que c'est bien. Il y a aussi James Corden, le présentateur télé, dans ce film. Qui est détesté unanimement. Et détesté unanimement et qui s'en est pris plein la gueule quand ce film est sorti. Il a reçu un Razzie Award du pire second rôle. Tout le monde a reçu un Razzie Award dans ce film. Pour une fois, je suis là, c'est mérité. C'est clair. Rebel Wilson aussi. Mais je dois avouer que moi, parce que je m'attendais à un truc tellement terrible, parce que j'avais vu toutes les moqueries sur lui, j'étais là, c'est pas le pire, au contraire. Il est assez divertissant, quoi. Non, franchement, il s'en sort très très bien. Voilà, exactement. Honnêtement, pour l'instant, c'est la star du film. Si c'était pas ultra grossophobe, ce serait le plus fun, quoi. C'est clair. Bah, au moins, il y a de l'humour en fait. Parce que Oui, les c'est autres ça. trucs, ça se prend tellement au sérieux que là, les gars, vous réalisez dans quel film vous êtes en fait. Et en plus de Ian McKellen, il y a donc une autre légende, tu le disais tout à l'heure, de la scène et du cinéma anglais, Judi Dench, Ouais. qui est dans tous les films anglais, il faut le dire. Oui. Donc elle devait être dans celui-là, mais le devait-elle vraiment? En fait, il se trouve que Judi Dench a joué dans la version de West End. Et je pense que c'est pour ça. Et elle jouait pas ce personnage-là parce qu'elle était jeune, voilà. Et donc là, elle joue un peu la mère des chats. Enfin, comment ça s'appelle? Oui, c'est la grande prêtresse des chats qui Ouais, voilà, la décide grande qui- chatte. La vieille chatte. La grande. On a 5 ans. Hein. La vieille chattesse. Ouais, et donc je pense que c'était un. Alors chatte, c'est déjà le féminin de chat. Mais non, c'est juste Judi Dench avec un manteau en fait. Et des petites oreilles. C'est pas un chat. Mais oui, Ouais. non, laisse-la, laisse-la. Please qu'elle s'éteigne. Que sont-ils allés faire dans cette galère? Ouais. Et honnêtement, celle qui s'en sort le mieux, et c'est pas parce que on l'adore toutes les deux. On est des Swifties quand même. On est des Donc, Swifties. J'ai un peu envie de dire. Non, on a un billet, c'est sûr. Mais franchement, en lisant plein de critiques, c'est ce qui est souligné à chaque fois, c'est qu'elle est là que pour 10 minutes. Donc Taylor Swift, hein. On sent tout son charisme, en fait. On sent que c'est une bête de scène. Et dans la scène dans laquelle elle fait juste un numéro, ça fonctionne très très bien, quoi. Ouais, en fait, elle capte vraiment toute la lumière. Elle est extrêmement expressive, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce film qui sont vraiment très plats aussi dans leur jeu. Et elle en fait des caisses. Elle est camp,
On a l'impression qu'elle est à Broadway. Et donc, ça marche vraiment très, très bien. Et comme tu le dis, on sent que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur scène dans des stades, donc qui a l'habitude de vraiment devoir être divertissante aussi pour les gens qui sont 50 000 places plus loin. Et donc oui, elle capte vraiment toute l'attention. Le morceau qu'elle fait est un des plus mémorables, enfin qui reste un petit peu en tête. Il m'est resté en tête après. Ouais, et il est aussi mis en scène comme un numéro de comédie musicale, c'est-à-dire qu'elle est sur un décor qui descend du plafond. Il y a un côté très théâtral dans son numéro à elle, qu'il n'y a pas dans beaucoup des autres numéros qui sont beaucoup plus naturalistes à la Tom Hooper, justement, où ils sont juste en train de se balader et de chanter. Là, vraiment, elle fait un spectacle, il y a une chorégraphie, les décors sont mis en valeur, et donc ça marche tout de suite beaucoup mieux. Bon, au moins, il y a un numéro un peu Broadway, quoi. Et puis au moins, elle s'est chantée, quoi. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... C'est nul! On va faire un petit retour sur les critiques. NPR, donc la radio nationale américaine, qui a écrit « C'est affligeant, mais ça demande d'être vu. C'est mauvais, mais il faut en faire l'expérience. » Vraiment ? Non. J'en doute, ouais. The Independent écrit « L'un des rares événements cinématographiques qui ressemble à une hallucination collective, improbable et complètement impossible à décrire. » Mais tu vois, le problème avec ça, c'est que moi, ça me donne envie de voir le film. Et vraiment, encore une fois, n'est pas Suspiria qui veut. Enfin, on a vu plein de choses vraiment absurdes et chelou. Même Mamma Mia, enfin, quand tu disais c'est fou qu'ils aient fait une comédie musicale entière sur des chansons d'ABBA, c'est absurde, ça se prend pas au sérieux et c'est rigolo. Là, c'est nul. Metro UK qui dit le genre de truc qu'on trouve dans ses cauchemars. C'est vrai. Ouais, déjà, c'est un peu plus vrai. Variety qui écrit 9 vies ne suffiront peut-être pas à certains des acteurs pour faire oublier leur implication dans Cats. Pas mal. Et Hooper dépense trop d'énergie à s'inquiéter de savoir si la technologie est à la hauteur de sa vision et pas assez à se concentrer sur ce qui a fait aimer cette comédie musicale à des millions pour commencer. Et The Guardian, un film qui va vous hanter pour des générations. C'était le titre de leur... Le critique Ty Burr dans le Boston Globe qui avait écrit « Il y a des moments dans Cats que je paierai pour ne plus voir. » pour gommer dévoir, de ta mémoire. Voilà, pour dévoir. Et Rolling Stone qui avait écrit « Même un chien ne mérite pas de voir ce désastre de film. » Je suis bien d'accord. Et Richard Brody, dans New Yorker, le New Yorker, qui a fait... Mais je suis jamais positive. je suis jamais d'accord avec lui. Franchement, je suis pas surprise. Je suis jamais d'accord avec lui. Et j'étais là, il a fait une critique positive Faut de faire Cats. gaffe parce qu'il parle français. Alors, si jamais il retrouve notre podcast... Je pense pas qu'il va l'écouter. Ouais. C'est pas son genre. Mais en fait, bon, il passe toute la première moitié de son article à dire tout ce qui est bien dedans. Et il trouve vraiment beaucoup de choses, quand même, sur les poèmes de T.S. Eliot qui sont ingénieux. Donc, les paroles qui sont ingénieuses. La chorégraphie qui est énergique, spacieuse et précise. Le film a un arc dramatique qui a de la résonance au niveau symbolique. Je n'ai pas trop compris le symbole. Et les résultats des CGI sur les chats humains sont bluffants. Mais après, il passe le reste de l'article quand même à dire que la réalisation de Hooper est d'une platitude confondante et c'est ça qui fait du mal au film. Mais je pense que tout le reste fait aussi du mal au film. Donc voilà. Je suis d'accord avec toutes les critiques que tu as listées. C'est l'équivalent cinématographique d'un détraqueur, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti mon âme se vider. Et genre, tout désir, toute pulsion de vie quitter mon corps. Et j'étais dans un état, je me sentais même devenir grise physiquement en regardant le film. C'était atroce. Pour ceux qui n'ont pas lu ou vu Harry Potter, les détraqueurs, c'est les gardiens de la prison d'Azkaban qui donc aspirent l'âme des gens et aussi aspirent toute émotion positive quand ils les croisent. C'est ça. Ce film, c'est ça. Exactement. Bon, d'habitude, on a une petite séance de torture où l'une d'entre nous doit lister les qualités, l'autre doit lister les défauts. Bon, là... On a bien listé les défauts, je crois. Voilà, donc on s'est dit que la vraie séance de torture, ce serait qu'on doive, à nous deux, parce que c'est trop dur d'en avoir 6 quand même, lister les qualités du film. Bah, il y a Taylor Swift dedans. Première qualité. Ouais. Memory est une très bonne chanson. C'est tout, hein, franchement. Attends, je réfléchis. Il a une fin.
C'est vrai. On n'est plus devant ce film. Et ça, c'est une grande qualité. Et on n'aura plus jamais à le revoir. Mais ouais, regarde vraiment, en fait là, c'est encore mieux qu'une séance de méditation. C'est à chaque fois que ça ira pas, je me dirais au moins tu n'es pas en train de regarder Cats. Au moins tu n'es pas devant Cats. Au moins Cats n'est plus qu'un souvenir. En espérant qu'un jour, il ne soit même plus un souvenir, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas de naouche cette semaine, parce qu'on sait très bien si c'est un navet ou un chef-d'œuvre. C'est un navet, c'est peut-être le plus grand navet de tous les navets. Navet, c'est trop sympa. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, une betterave à la rigueur, il faut vraiment un truc dégueulasse. Bah, moi, je trouve que les navets, c'est moins bon que la betterave, mais enfin bon. Mais ouais, non, pour moi, même navet, ça rend pas vraiment compte de ce qu'on a subi. Mais en fait, navet, le problème, c'est que c'est une catégorie qui est connue des gens, et qui est reconnue. Alors que ce film défie toute catégorie. Bah, c'est un mauvais film, mais vraiment, même ça, c'est encore être trop sympa. Mais c'est un film qui ne mérite pas d'exister. Non, mais c'est vrai. C'est ça. En tout cas, qui ne mérite certainement pas d'être vu. D'ailleurs, il n'a pas été très vu, je crois. C'est ça, il a fait un bide au cinéma. Énorme flop. Ouais. Donc, on a décidé quand même, parce qu'on n'a pas vu de film pire dans cette saison, on n'a même pas vu de... Mais dans notre vie, en fait. Voilà, exactement. Donc, on s'est dit que maintenant, on allait créer un nouveau baromètre pour ce podcast qui va s'appeler le Catsomètre. Ouais. Les prochains films seront notés sur le Catsomètre. Et donc, en comparaison à Cats, qui est maintenant le point référent de la nullité absolue. Ouais. Du coup, comment on juge genre de 0 à 4. C'est un barème de nullité de 0 à 4. Oui, ouais. C'est donc, bien. plus c'est nul, plus c'est 4. Ouais. Et si c'est bien, c'est genre 0, quoi. On va travailler sur ce baromètre la prochaine fois, il sera plus abouti. Mais il existera. Oui, et je pense vraiment que tous les films doivent être jugés par rapport à Cats. Vraiment, dans l'avenir de la critique ciné. Enfin, je pense que c'est une très bonne manière, en fait, d'être indulgent avec tous les autres films. Mais je pense justement que ça fausse totalement le regard parce que tu vas être indulgent sur des films qui sont nuls. Oui, bah c'est vrai que c'est comme si tu juges tout un tas de foie gras en disant « Et par rapport à une grosse merde, est-ce que c'est bon ?» C'est vrai que... On sent vraiment que tes deux référentiels, c'est le foie gras et la merde, mais c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est un peu injuste pour les foie gras, c'est-à-dire qu'en même temps, tout est meilleur que une merde. Moi, j'ai mis 0,5 à Cats sur Letterboxd parce que je pensais pas que c'était possible de mettre 0. Enfin, je me disais, si je mets 0, les gens vont penser que je l'ai pas noté. Donc, je veux que ce soit clair que je l'ai noté. Mais du coup, les trucs auxquels j'ai mis 2, maintenant, je me dis, c'est bien trop proche de Cats, en fait. Bah, c'est ça. Il aurait fallu que ce soit 0,1. Après, moi, je fais partie de certaines grilles de critiques dans les festivals et parfois, tu peux mettre un rond rouge. Ah bah, et je pense que Cats, pour Cats, ce serait très une note attribué. négative, ce serait bien. Très approprié. Parce que c'est vrai que Bullet Train, auquel j'ai mis 2 étoiles, c'est pas juste par rapport à 0,5 pour Cats, tu vois. Bullet Train, c'était un minimum divertissant. Non, Cats, c'est 0,00001. Parce qu'il a été fait quand même par des gens. et ces gens ont été employés, donc il faut quand même saluer le fait que les pauvres. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir Cats, ne le faites pas. Tout simplement. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slide.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on se plonge dans Last Christmas et après, j'espère qu'on verra des films qui sont un peu moins nuls. Ouais, parce que là, je pense qu'on va être assez bien placé sur le Catsomètre quand même. Parce que moi, je l'ai vu, donc... Pas moi. Ouais. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art... Je peux pas dire ça en fait. Ou Cats. Ces objets curieux du cinéma. Non identifiés. Ces propositions artistiques confondantes. Exactement. En même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sans chat. Miaou. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.